Donc les Allemands, eux, le niveau de l'euro leur pose problème, mais eux achètent la plupart des matériaux de base qu'ils installent dans leur voiture et le reste à des pays qui sont dans leur hinterland, qui est autour, avec des gens qui des fois ne sont même pas à l'euro, et ils utilisent des gens donc qui ont ils font des salaires très bas. Donc ils répercutent, ils ont des marges de manœuvre que les autres n'ont pas, compte tenu des productions qu'ils font. Donc voilà pourquoi ils sont protégés. Puis deuxièmement, ils ont une raison politique, car c'est la politique qui commande, c'est les rapports sociaux. Les rapports sociaux, c'est que Mme Merkel et CDU-CSU, les électeurs de la CDU-CSU, c'est la classe moyenne, qui est forcément vieillissante en Allemagne, et qui a, pour l'essentiel, la proportion de ces retraites payées par capitalisation. Ces gens ont donc un intérêt vital à premièrement des bons cours de bourse, c'est-à-dire des bons dividendes, c'est-à-dire des salaires très bas. Et deuxièmement, un euro fort, parce que c'est l'argent qu'ils touchent. Et donc ils se servent en tant que retraités. Juste un détail, sociologiquement, l'électorat du SPD, c'est-à-dire de la gauche allemande, est très différent de celui de la CDU-CSU. Ah ben déjà, c'est plus ouvrier pour commencer. Hein, mais ceci dit, globalement, toute l'Allemagne prend la même pente. Hein. Bon, toute l'Allemagne prend la même pente parce qu'elle est vieillissante, et puis parce que personne n'a envie d'être allemand, même pas les Allemands eux-mêmes, vu qu'ils n'ont pas d'enfants. Je caricature, ça m'a valu toutes sortes d'inconvénients. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt d'une société, c'est pas seulement les résultats de ses comptes économiques, c'est le bonheur, c'est la vie. La société, c'est de faire des enfants, de s'en occuper, de les aimer. Enfin, écoutez, ça compte quand même. Vous voyez, dès qu'on parle de... Pourquoi vous me faites comme ça? C'est un sujet important, non, Jacques? Oui, mais je voudrais revenir quand même sur un certain nombre de choses. Alors, la dévaluation de l'euro. En fait, ça peut être une solution partielle pour la France parce que nous exportons environ la moitié hors de la zone euro et la moitié seulement dans la zone euro. Mais ça ne sera pas une solution pour des pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui font 70% de leur commerce international à l'intérieur de la zone euro. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une solution. Ou alors, c'est une solution si on ne regarde que la France et si on ne regarde pas les autres pays qui sont dans des problèmes tout à fait terribles. Alors, donc, sur ce point précis je ne suis pas en état de contester ou pas ce que vient de dire Jacques Sapir. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne veux pas être dans la logique. Oui, mais il vous accuse quand même de voir l'intérêt français et que l'intérêt français et pas l'intérêt de l'Europe du Sud. Je signale simplement que ce qu'on appelle en langage économique le niveau d'intégration, c'est-à-dire la part du commerce extérieur du pays qui est faite dans la zone euro. Ce niveau d'intégration varie énormément. Par exemple, pour la Grèce, 35% seulement. C'est-à-dire que s'il y a un pays qui a intérêt à une baisse de l'euro, en général, évidemment, c'est la Grèce. À l'opposé, l'Italie, 70%. L'Espagne, 70%. Le Portugal, 65-66%. Et nous sommes, à peu de choses près, au milieu. L'Allemagne aussi est grosso modo autour de 60%. Donc, c'est pour cela que l'idée d'une dévaluation de l'euro n'est pas une solution pour l'ensemble des problèmes. Ça peut être une solution partielle pour la France, mais ça ne sera pas une solution, malheureusement, pour les Italiens et les Espagnols. Vous vouliez réagir à un autre point de ce que Mélenchon avait dit ou... Alors, allez-y, bien sûr. Non, mais après, il y a un autre problème. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des pays qui ne sont pas dans la zone euro, et tu l'as dit, qui sont en fait plus intégrés que des pays de la zone euro. La Slovaquie, 80%. La République tchèque, 78%. La Pologne, 70%. Qui font leur commerce avec la zone euro. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce n'est pas l'euro qui a créé le commerce européen, ce sont tout à fait d'autres logiques. Ce sont des logiques industrielles, de sous-traitance, de ce qu'on appelle, allez, un grand mot, chaîne de valeur. Ça veut dire que c'est la sous-traitance, tout simplement. Et donc, en réalité, la zone euro, d'abord, ne correspondait pas à son objectif initial, parce qu'il faut dire qu'on avait dit, on commerce tous ensemble, on va faire une monnaie ensemble. Mais ce n'était pas vrai, déjà, dès le départ. Et en plus, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas la monnaie qui nous incite à commercer, c'est beaucoup plus des choses de l'économie réelle, sous-traitance, sous-traitance de sous-traitance. Bon, donc, ce que ça veut dire... C'est que la fin de l'euro ne tue pas le commerce international européen. Et il ne conduit surtout pas le commerce à l'intérieur de l'Europe. Et donc, qui a dit ça ?
Qui a prétendu le contraire? Qui a prétendu que la fin de l'euro risquait de porter un coup fatal? Alors ça, c'est tous les gens tous les européistes, tous les gens du PS, tout ça. Le discours ambiant, c'est de dire que ça entame une guerre économique. Ça, c'est pas fou. Non, guerre monétaire. Guerre monétaire. Guerre monétaire. Voilà, j'assume de la monnaie. Et on en a parlé au début de l'émission. Dans l'hypothèse Sapir, j'assume de la monnaie. C'est pour ça que j'essaye de l'éviter. Non, mais si tu veux, le point important, c'est de comprendre. Si on garde l'euro, même l'euro fortement, admettons par exemple que, allez, on impose aux Allemands une création monétaire, certes, moins forte que la totalité des dettes, mais disons, allez, on monétise 30 à 40% des dettes, et on fait baisser l'euro à $1, grosso modo. Ça va évidemment nous donner, à nous Français, une bouffée d'oxygène. Ah bah, pas qu'un peu. Ah non, c'est important. Mais ça ne donnera pas une bouffée d'oxygène aux Espagnols, aux Italiens et aux Portugais. Et donc, si tu veux, moi, quand même, il faut comprendre que dans ce scénario de dissolution de la zone euro, je parle bien d'une dissolution de la zone euro, j'ai aussi toujours en tête les intérêts des pays de l'Europe du Sud. Parce que je pense très profondément qu'effectivement, il n'y a pas de solution où la France se sauverait seule alors que tout le monde périrait en Europe. Ça, je suis. On est d'accord là-dessus. Mais ça, moi, j'aimerais bien que vous répondiez à ça. L'Europe du Sud. Je suis entièrement d'accord. Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour cela que je dis, il faut dissoudre l'euro parce que l'euro est en train de tuer les pays de l'Europe du Sud. Il nous tue aussi, mais il tue d'abord et avant tout les pays de l'Europe du Sud. Et deuxièmement, que la solution dite des 2 euros ne peut pas fonctionner parce qu'il y a des taux d'inflation trop différents, qui sont des taux d'inflation structurels en fait, trop différents entre les pays de l'Europe du Sud. Je voudrais vraiment que Jean-Luc Mélenchon réponde à ce point précis, l'Europe du Sud. Pour moi, c'est central, l'Europe du Sud. Pour moi, la France est une puissance de l'Europe du Sud. Et pas seulement. Moi, c'est trop tard là. Je vais quand même. Non, mais Sapir est en train de vous dire si on maintient l'euro et si on dévalue l'euro. Je ne suis pas en état d'y répondre à cet instant parce que je n'ai pas étudié. Ah bah écoute, je m'excuse, mais vous me paierez le reste de mes études. Hein. Bon, non, mais ça va. Non, mais on est d'accord. Oui, mais non, parce que si vous voulez bien, écoutez, pas poser des questions seulement de journalistes, aussi des questions d'économistes. Bon. Ce que décrit Sapir en permanence, ce que nous décrivons, c'est un mode économique constant. Par exemple, là on vient de parler des exportations françaises. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on continue le grand déménagement du monde. Je ne suis pas d'accord pour une division internationale du travail sauvage. Je ne raisonne pas dans ce cadre-là. Pas dire, allez, à la Hollande, produisez n'importe quoi le moins cher possible pour pouvoir le vendre aux autres. Moi, je ne propose pas à l'Espagne, comme modèle, de dire, maintenant, extravertissez toute votre économie, vendez aux autres. Et s'il vous plaît, vendez aux autres à leur place. C'est-à-dire, prenez le travail des uns et des autres. C'est pas ça mon idée. Mon idée, c'est la planification écologique, là. Réveillez-vous, hein. Je vous rappelle, je suis un homme de gauche. Je suis un planificateur. Bon, donc l'idée, c'est l'organisation du marché intérieur européen. C'est ça qu'on va proposer. Parce que sinon, vous prenez le problème par le bout que vous voulez, ça ne marchera jamais. Et là où Sapir a dit quelque chose qui est très important, c'est que c'est pas la monnaie qui crée l'échange, c'est l'échange qui crée la monnaie. Par conséquent, les raisons qui ont conduit les pays, notamment l'Allemagne, à commercer, de quoi on parle? De pays qui étaient autrefois dans le camp socialiste, si vous voulez bien vous en rappeler. On n'est pas en train de parler d'un phénomène qui a surgi comme ça spontanément. Pourquoi se sont-ils tournés de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, ils avaient une main-d'œuvre hautement qualifiée, qui leur suffisait, si j'ose dire, d'amener les machines, ce qu'ils ont fait, vu que la main-d'œuvre coûtait très peu cher, pour se payer des pièces de détail qu'ils mettent dans les trucs, qu'ils assemblent en Allemagne, et ça s'appelle Made in Germany à bas coût. Donc, ce qui est vrai dans ce que dit Sapir, c'est que les relations sociales et les rapports de force sont antérieurs à la monnaie. Par conséquent, la question que nous posons, nous, sur la monnaie, c'est quel type d'organisation économique, quel type d'organisation écologique sont préalables à la monnaie dont je parle. Mais comme moi, je ne suis pas prétentieux, je ne dis pas que je suis sûr que ça va marcher, que je vais convaincre. Je veux simplement vous demander de réfléchir, de se désintoxiquer et d'arrêter de se dire, du moment que les Allemands ne veulent pas, rien n'est possible. Car nous sommes en état d'imposer aux Allemands. Une question Internet, vous savez, les internautes ne croient rien ni personne, et là on nous demande votre histoire d'inflation à 6%, qui épongerait le total de toutes les dettes européennes, du rachat de toutes les dettes européennes. En rachetant toutes les dettes, ça fait... En rachetant toutes les dettes, on provoque une inflation. Et là on nous demande, il y a une étude quelque part, elle est consultable, elle est chiffrée, on peut donner un lien?
C'est une étude qui a été faite au ministère des Finances, qui a été refaite à Natixis, qui a été refaite. Elle n'est pas publique, elle est dans des documents. Il n'y a pas de lien. On peut pas aller. Non, malheureusement, il m'a démenti. Parce que Jacques Sapir m'a dit ça il y a 1 an et demi. Il m'a expliqué ce qui allait se passer. Il s'est pas trop trompé. Excusez-moi, c'est pas pour ça que c'est vrai. Ah bah alors, tout à l'heure, on a fait comme si. Non, c'est pas pour ça que c'est vrai. Donc l'étude n'est pas consultable. L'étude, malheureusement, n'est pas consultable. Par contre. Mais rapporte, c'est pas très difficile à faire. Tu rapportes la richesse produite à la masse monétaire qui circule et tu as une idée. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tout ce que je raconte sur tout ce que je raconte sur le résultat d'une dévaluation et sur les différents scénarios, le scénario des 2 euros, l'explosion consensuelle ou la dissolution complètement désordonnée, tout cela sera publié à la fin du mois de juillet dans une étude de la fondation Res Publica que l'on pourra acheter. C'est pour cette fondation d'ailleurs que Philippe Murer, moi et un de mes anciens étudiants qui est maintenant un jeune maître de conférence, Cédric Durand, nous avons travaillé pendant 2 mois. Ça sera donc consultable et ça sera achetable. Et je peux dire aux internautes que le document sera disponible probablement à la fin juillet. Mais il confirmera le chiffre, le taux d'une inflation de 6% après rachat. Non, ce n'est pas ce scénario. Ce sont sur des scénarios de dévaluation massive ou pas massive, grosso modo de dissolution. Tout ça, oui. Enfin, alors du coup, moi sur les 6%, je suis plus très sûr. Alors, non, mais attendez. Moi, je suis très sûr. Voilà, je prends en charge. Attendez, votre source, c'est Sapir, et Sapir, on ne peut pas considérer. Non, mais écoutez-moi, on peut arriver à comprendre. D'abord, vous considérez la masse des dettes que nous avons et la durée pendant laquelle ça fonctionne. Déjà, pour commencer, pour faire baisser d'un ton cette histoire de dette. 1800 milliards de la France sur la moyenne de durée de la dette française, c'est 7 ans et 31 jours, égale à peine 12,5% de ce que pendant les 7 ans en question va coûter cette dette. Donc vous prenez cette part, vous dites c'est du papier qui n'existe pas encore, avec de la valeur à l'instant T. Et vous le rapportez à la masse de ce qui va être produit, et par la force des choses, vous voyez bien que le glissement va pas être de 50 ou de 200, il va être de 5 ou de 6, comme vient de le dire Tapia. Alors peut-être qu'il s'est trompé, que ça doit être 7,5, ou que c'est 8, ou même, quand bien même, ça serait 10. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, Daniel? Et à moi, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et à vous, une inflation à 10. Vous avez acheté votre appartement? Oui. Vous avez une dette. Oui. Eh bien, vous applaudissez dès demain, parce que l'inflation, elle vous sauve, elle vous paye votre appartement. Qui ça fait suer? Celui qui a un capital et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon argent fond tous les jours, il faut que mon trader s'échine pour remplir à proportion Ben oui, c'est l'économie réelle et l'économie rentière. Voilà la différence. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En plus, il faut comprendre que nous sommes très loin. Enfin, il faut savoir que l'idée que toute augmentation de la masse monétaire provoque automatiquement de l'inflation implique que l'on soit, là encore, excusez-moi d'utiliser un langage d'économiste, au plein emploi des facteurs. Vulgo, au plein emploi. Au plein emploi. Ah, au plein emploi. Au plein emploi. Bon. Oui. Bon, enfin, cela dit, il y aura de l'inflation. Il y aura de l'inflation, mais à mon avis, attendez. Et Jean-Luc Mélenchon nous avait expliqué que c'était très bien et que c'était le moindre mal. Attends, il ne faut pas confondre. Attends, il faut pas confondre le cas d'une monétisation de la dette, c'est-à-dire d'un rachat massif des dettes par la Banque centrale. Bon, là je dis autour de 6% si on rachète la totalité des dettes. Et dans le cas d'une dévaluation, dans le cas de cette dévaluation, ce que montre justement l'étude que nous avons faite et qui sera, donc, comme j'ai dit, publiée, c'est que pour la première année, le taux d'inflation serait compris entre 3,5 et 4,5%. Pour la deuxième année, entre 4 et 5%, et pour la troisième année, entre 2,4 et 2,3%. C'est-à-dire que dès la troisième année, on revient à des niveaux d'inflation tels que nous les connaissons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu, Jacques Sapir, justement sur les articles que nous avons publiés sur le site. Dans l'un des articles, on publie les conclusions d'un institut qui s'appelle l'Institut Montaigne. Oui. Vous avez lu leurs conclusions et leurs chiffrages. Vous en pensez quoi? Parce que eux font pas du tout ce même constat. Ils considèrent effectivement qu'au début, on arrivera à une inflation relativement faible et c'est ensuite que tout explose en fait, avec des chiffres absolument phénoménaux. Ils partent de l'idée
Alors, pour être tout à fait juste, et je ne l'avais pas dit sur le site et je ne l'ai pas dit dans mon article, ils font 3 hypothèses, la basse, la moyenne et la haute. Et la basse est assez basse, mais la haute est à 25%. Enfin, c'est vraiment... mais pourquoi sur combien de temps? Sur combien d'années? Alors là, il faudrait que je retrouve le tableau. Non, je vous dis, au tout début, les 2 premières années, les 3 premières années, c'est relativement contraint. Et à terme, sur les 10 ans, je pense... J'ai pas compris. L'hypothèse de